Quoi ferais-tu si, faisant un don à une œuvre de charité, tu te retrouvais face à face avec la personne que tu as le plus regrettée de ta vie? Alexandre Moreau avait tout ce que l'argent peut acheter. Des manoirs, des voitures de luxe, des comptes bancaires sans fin. Mais il y avait quelque chose que même ces millions ne pouvaient le combler. Le vide qui rongeait son cœur depuis son enfance, quand on lui avait dit que ses parents étaient morts dans un tragique accident. Ça, il ne le savait pas. Ce matin-là, en décidant de visiter un asile oublié dans la cité Saint-Philippe pour y faire une simple donation, sa vie allait changer à jamais. Pourquoi? Parce que parfois, le destin a une manière cruelle de te rendre ce que tu croyais perdu à jamais. Une vieille dame en fauteuil roulant, le regard vague et les cheveux blancs ébouriffés, allait murmurer son nom d'une manière qui lui glacerait le sang. Et à ce moment-là, Alexandre découvrirait que toute sa vie avait été construite sur le plus grand mensonge qu'il puisse imaginer. Cette histoire raconte l'histoire d'un homme qui avait tout, mais qui n'avait rien. Un homme qui pensait être orphelin, mais qui était sur le point de découvrir que sa mère avait vécu toutes ces années enfermée dans l'enfer d'un asile sordide, tandis que la personne en qui il avait le plus confiance bâtissait un empire sur sa douleur. Prépare-toi à une histoire qui te hantera, car quand la vérité éclate au grand jour, il n'y a aucun pouvoir au monde qui puisse arrêter un fils cherchant justice pour sa mère. La pluie tambourinait sur le pare-brise de la Mercedes noire, tandis qu'Alexandre Moreau conduisait dans les rues pavées de la cité Saint-Philippe. À 42 ans, il était propriétaire de la chaîne hôtelière la plus prospère de France. Mais ce matin-là, il avait décidé de faire quelque chose de différent. Sa secrétaire avait trouvé un asile qui avait besoin de dons urgents, et il voulait s'éloigner des réunions et des cocktails chics. L'asile Saint-Vincent semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Les murs étaient écaillés. L'odeur d'humidité emplissait l'air, et les personnes âgées restaient assises sur des chaises brisées, certains regardant la télévision sans vraiment comprendre ce qui se passait à l'écran. La directrice, une petite femme aux cheveux teints d'un rouge flamboyant, accourut pour l'accueillir comme une célébrité. « Monsieur Moreau, quel honneur de vous avoir ici. Nous avons juste besoin d'une photo pour les réseaux sociaux et… » Mais Alexandre ne l'écoutait plus. Ses yeux s'étaient fixés sur une vieille dame, assise près de la fenêtre sale. Elle était en fauteuil roulant, les cheveux blancs ébouriffés et le regard perdu, mais il y avait quelque chose dans son visage qui le paralysa. C'était comme si une main invisible lui serrait la poitrine. Il s'approcha lentement, ne comprenant pas pourquoi ses mains tremblaient. La vieille dame leva lentement les yeux, comme si elle sentait qu'on l'observait. Ses yeux, bien que fatigués, avaient une clarté qui le déconcerta. Quand il fut face à elle, la femme leva une main tremblante et lui toucha la joue avec une douceur qui lui fit frissonner la peau. « Alex » murmura-t-elle d'une voix rauque. « C'est toi, mon enfant ?» Alexandre resta pétrifié. Personne à l'asile ne connaissait son nom. Personne, en dehors de son cercle intime, ne l'appelait Alex. La directrice s'approcha rapidement, l'air nerveuse. « Ne lui faites pas attention, monsieur. C'est Dolores. Elle est ici depuis très longtemps. Elle est un peu perdue. Elle n'a pas de famille enregistrée. Parfois, elle dit des choses sans aucun sens. » Mais Alexandre ne pouvait détacher ses yeux de Dolores. Quelque chose en lui criait que cette femme n'était pas une inconnue. La façon dont elle penchait la tête, la manière dont elle le regardait, c'était insoutenablement familier. Je suis sorti de l'asile sans prendre de photos, sans remettre le chèque symbolique qu'il avait apporté. Il a seulement laissé une somme d'argent considérable en espèces et a demandé la permission de revenir quand il le voulait. Dans sa voiture, les mains moites sur le volant, Alexandre ne pouvait chasser de son esprit ses yeux fatigués mais pleins de reconnaissance. Ça, quelque chose flottait dans l'air, quelque chose que son esprit peinait à assimiler mais que son cœur avait déjà commencé à comprendre. Alexandre n'a pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Carmen. Il entendait sa voix brisée prononcer son nom. Il s'est levé plusieurs fois, a marché pieds nus dans son penthouse, s'est servi un whisky, mais rien n'apaisait cette sensation que quelque chose de fondamental dans sa vie était sur le point de changer. Au lever du jour, il est allé directement à la maison où il avait grandi.
Une grande demeure coloniale dans le quartier latin qu'il conservait par pur sentimentalisme, même s'il ne l'habitait plus depuis des années. Il devait trouver quelque chose, n'importe quoi, qui lui donnerait des réponses sur cette connexion inexplicable avec Carmen. Il est monté au grenier où il gardait de vieilles boîtes remplies de souvenirs d'enfance. Entre les albums photos et les dessins de son enfance, il a trouvé une boîte à chaussures qu'il n'avait jamais entièrement ouverte. Ses mains ont tremblé lorsqu'il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était une photographie jaunie où il apparaissait, âgé d'à peine 2 ans, dans les bras d'une jeune femme au sourire doux et aux cheveux longs comme une cascade. Ce n'était pas sa tante Dolores. La femme avait exactement les mêmes yeux que Carmen. Il a retourné la photo, les mains tremblantes. Au dos, écrit d'une écriture précipitée, « Carmen et Alex, ma vie entière. Paris, 1983. » Il s'est laissé tomber sur une vieille chaise, la photographie serrée entre ses doigts. Son esprit était un tourbillon de confusion et de terreur. Pendant 40 ans, sa tante Dolores lui avait répété la même histoire. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture lorsqu'il était très jeune. Elle l'avait élevé comme son propre fils. Mais cette photo disait autre chose. Elle lui disait que sa mère avait été en vie au moins assez longtemps pour le prendre dans ses bras, pour l'aimer, pour être photographié avec lui. Il s'est aussi souvenu de choses étranges de son enfance, des documents que Dolores gardait sous clé, des visites d'hommes sérieux qui parlaient à voix basse lorsqu'il croyait qu'il ne les entendait pas, le mot « héritage » mentionné dans des conversations coupées brutalement à son arrivée. Il a attrapé son téléphone portable, les mains tremblantes, et a appelé Serge Vasquez, un détective privé qui avait travaillé pour lui dans les affaires de l'entreprise. Ce n'était pas donné, mais Serge était de ceux qui ne lâchaient pas une affaire avant d'avoir trouvé la moindre vérité. « Serge, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose. Urgent. Dis-moi, patron. J'ai besoin que tu découvres tout sur une femme nommée Carmen qui est à l'asile Saint-Vincent. Et aussi, j'ai besoin que tu vérifies les registres de l'accident où mes parents sont supposément morts. » Supposément. Alexandre a regardé la photographie à nouveau. Si ma mère est vivante, qu'est-ce que ma tante Dolores m'a encore menti? Alexandre n'est pas allé directement confronter Dolores. Quelque chose dans son instinct lui disait qu'il avait besoin de plus de preuves avant de l'accuser directement. Si elle avait menti pendant 40 ans, elle n'allait pas avouer facilement. D'abord, il est retourné à sa maison d'enfance et s'est dirigé directement vers le bureau de Dolores. C'était une petite pièce qu'elle avait toujours gardée sous clé quand il était enfant. Maintenant, avec les clés en sa possession, il n'avait besoin de la permission de personne. Il a fouillé les tiroirs, les vieux papiers, les contrats. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il se souvienne de quelque chose. Enfant, il avait vu Dolores ranger des documents importants dans un compartiment secret de la bibliothèque. Il a passé ses mains sur le meuble jusqu'à trouver un petit bouton caché. En appuyant dessus, un panneau s'est ouvert, révélant un coffre-fort encastré. Il a essayé plusieurs combinaisons jusqu'à ce qu'il trouve la date du prétendu accident de ses parents. À l'intérieur, il a trouvé des liasses de billets, des bijoux et plusieurs enveloppes brunes. Une était marquée « personnelle » et contenait des documents qui l'ont glacé. Une copie de l'acte de décès de sa mère, daté 1 an avant l'accident, et une procuration où Dolores apparaissait comme seule tutrice, affirmant qu'il n'y avait pas d'autres héritiers vivants. Ce même après-midi, il s'est présenté chez Dolores sans prévenir. Elle vivait dans une élégante demeure au Buttes-Chaumont, entourée de jardins impeccables, contrastant avec la putréfaction de ses secrets. Quand elle ouvrit la porte, Dolores conserva son habituel sourire maternel. « Alex, quelle surprise! Que fais-tu ici si tard ?» Alexandre leva l'enveloppe contenant les faux documents. « Nous devons parler, tante. » Le sourire de Dolores trembla une fraction de seconde, mais ça suffisait pour qu'il le remarque. Elle le laissa entrer et ils s'assirent dans le salon élégant, face à face comme 2 boxeurs avant le premier coup. Alexandre posa l'acte de décès falsifié sur la table en verre. « Quoi, Dolores ?» Elle baissa les yeux un instant, puis le regarda avec ce sourire qu'elle avait utilisé toute sa vie pour le manipuler. « Je ne sais pas de quoi tu parles, mon chéri.
Ne joue pas. Ma mère est vivante. Je l'ai vue. Carmen est dans un asile sordide, pendant que toi tu vivais comme une reine avec son argent. Pour la première fois, le masque de Dolores se fissura. Son expression se durcit, devint froide comme la glace. « Tu as raison, dit-elle d'une voix sèche. Je n'avais pas le droit, mais je l'ai fait parce que cette femme t'aurait entraîné dans sa folie. Tu l'as enterrée vivante pour de l'argent ?» Dolores se leva, les yeux brillants de rage. « J'ai fait ce que j'avais à faire pour te sauver. C'est moi qui t'ai élevé, qui t'a tout donné. » Alexandre se leva aussi, tremblant de fureur. « Ce que tu m'as donné ne justifie pas ce que tu m'as pris. » Dolores sourit avec venin. « Et que vas-tu faire? Détruire la seule famille qu'il te reste? Je ne suis plus seul, elle est ma véritable famille. » Le lendemain, Serge appela Alexandre, la voix tendue de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de gros. « Nous devons nous voir. » Maintenant, ils se retrouvèrent dans un café discret du quartier du Marais. Serge arriva avec une enveloppe Kraft et une mine de celui qui avait passé la nuit sans dormir. Il s'assit en face d'Alexandre et sortit une pile de photocopies. « J'étais en train de vérifier de vieux dossiers à la Croix-Rouge, à l'hôpital, dans des cliniques privées. L'accident où, supposément, tes parents sont morts a bien eu lieu. Il y a des rapports officiels, des articles de journaux. Tout ça est réel. » Alexandre parcourut rapidement les documents, reconnaissant les noms de ses parents dans les rapports médicaux. « Mais quelque chose ne colle pas, » continua Serge. « Dans le rapport médical, il est dit que ta mère a survécu à l'accident, bien qu'avec des blessures graves et une confusion mentale. » Confusion mentale? Oui. Apparemment, après l'accident, Carmen a été emmenée à un hôpital à Versailles. Elle y est restée quelques semaines avant de disparaître du système. Alexandre sentit ses mains trembler. Et personne ne l'a cherchée? Officiellement, non. Dans les registres, il apparaît qu'une femme est venue la réclamer, se disant sa sœur. Elle l'a emmenée de l'hôpital et l'a internée à l'asile où tu l'as trouvée. Serge chercha parmi les papiers et sortit un formulaire jaunâtre. Voici le nom de la personne qui a récupéré la patiente, Dolores Moreau. Mais il y a un détail que tu n'aimeras pas. Lequel? Dolores n'était pas la sœur de Carmen. D'après les registres familiaux que j'ai obtenus, Dolores était la sœur de ton père adoptif, pas de ta mère biologique. Alexandre ferma les yeux, sentant le monde s'écrouler sur lui. Alors, qui a falsifié sa mort? C'est la question à 1 million d'euros. Mais j'ai trouvé autre chose. Serge sortit des copies de relevés de comptes bancaires. Peu de temps après l'accident, d'énormes transferts ont été effectués des comptes de tes parents vers des comptes à l'étranger. Le tout légalement, sous le prétexte qu'il n'y avait pas d'héritier vivant. Dolores? Tout pointe vers elle. Mais nous avons besoin de plus de preuves, et nous devons trouver où tout cela s'est réellement passé. Alexandre se souvint de quelque chose que Carmen avait murmuré dans un de ses moments de lucidité. Carmen a mentionné un endroit. Château de Fontainebleau. Ça te dit quelque chose? Serge alluma son ordinateur portable et chercha rapidement. Le voilà, une propriété abandonnée aux environs de Lyon, enregistrée au nom de la famille Moreau depuis des décennies. Alexandre se pencha en avant. Nous avons besoin d'aller là où tout a commencé, au château de Fontainebleau. La route vers le château de Fontainebleau était un labyrinthe de chemins de terre et de nids de poules qui secouaient le 4x4 que Serge avait trouvé. Après 4 heures de trajet sous le soleil implacable lyonnais, ils aperçurent enfin la structure abandonnée au milieu de nulle part. Le château ressemblait à un fantôme de pierre grise, recouvert de lierre et de mauvaises herbes. Un portail en bois pourri pendait à une seule charnière, comme si le temps avait décidé de le laisser mourir, lentement. Alexandre descendit le premier, sentant que l'air sentait la terre sèche et les secrets enfouis. Ils poussèrent le portail qui grinça si fort que même les oiseaux s'envolèrent des arbres voisins. Ils traversèrent une cour envahie par la végétation jusqu'à la porte principale. Alexandre poussa fort et le bois céda, lâchant un nuage de poussière qui les fit tousser. Dedans, la maison était pleine de meubles recouverts de draps sales, de tableaux de travers et de vitres brisées. Ils parcoururent les pièces jusqu'à ce que Serge trouve quelque chose d'étrange dans la bibliothèque,
Une trappe dans le sol, à moitié cachée sous un vieux tapis. « Regarde ça !» dit Serge, tirant le bord de la trappe. Le bois craqua mais céda, révélant un escalier qui descendait dans une cave sombre. Ils allumèrent leurs lampes et descendirent lentement. L'air était glacial et sentait le moisi. La cave était pleine de boîtes poussiéreuses et de meubles cassés, mais dans un coin, presque caché, il y avait une petite porte. Alexandre l'ouvrit, et la lampe illumina quelque chose qui le laissa sans voix. « C'est la voiture de mes parents, mais elle était supposément détruite », murmura Alexandre, regardant le châssis rouillé de la Renault 4L bleue qu'il reconnut immédiatement. « Quelqu'un l'a caché ici délibérément, » dit Serge, examinant les restes du véhicule. Sur le siège passager, Alexandre trouva un pendentif en argent, un petit cœur gravé des initiales C et J, sa mère et son père. Mais ce qui le brisa vraiment, c'est de trouver, parmi les boîtes, un rapport médical de Carmen daté des jours suivant l'accident. « Serge, tu dois lire ça, » dit-il d'une voix tremblante. Le rapport était clair. Patiente transférée à la demande d'un membre de la famille. Sans diagnostic d'invalidité permanente, seulement une perte de mémoire partielle. Un traitement psychologique est recommandé, aucune institutionnalisation. Carmen n'avait qu'une perte de mémoire partielle, pas de démence, s'exclama Alexandre. Dolores savait qu'elle pouvait se remettre, et pourtant elle l'a enfermée. Serge rangea tous les documents dans son sac à dos. Avec ça, on peut couler Dolores, mais on a besoin de quelque chose de plus. Quoi? Si on trouve un témoin de ce qui s'est passé ici, on peut la détruire complètement. Dans le village le plus proche du château, un hameau poussiéreux appelé Saint-Michel-des-Remèdes, ils trouvèrent une petite épicerie qui semblait être le cœur de la communauté. Une dame âgée, avec un châle bleu, les regarda avec méfiance lorsqu'ils entrèrent. « Bonsoir, madame. Nous venons vous demander des renseignements sur le château de Fontainebleau. Connaissez-vous quelqu'un qui y a travaillé il y a de nombreuses années ?» demanda Serge avec respect. La femme les étudia quelques secondes, comme pour peser si elle pouvait leur faire confiance. « Pourquoi voulez-vous savoir ça ?» Alexandre s'approcha, ôtant ses lunettes de soleil. « Madame, ma mère a vécu quelque chose de terrible dans ce château. Nous avons besoin de trouver des témoins pour nous aider à rendre justice. » La femme ajusta son châle et sortit de derrière le comptoir. « Mon époux Étienne était contremaître là-bas pendant de nombreuses années. Il est malade, mais, si vous voulez le voir, » elle les conduisit à une maison modeste au bout de la rue. Sur un lit près de la fenêtre, recouvert d'une couverture de laine, se trouvait Monsieur Étienne, un homme au visage tanné par le soleil et les années. « Monsieur Étienne, » dit Alexandre en s'approchant lentement, « je m'appelle Alexandre Moreau. Je viens pour vous interroger sur ce qui s'est passé au château de Fontainebleau il y a 40 ans. » Le vieil homme ouvrit difficilement les yeux et me fixa. « Moreau, ce nom pèse lourd, garçon. Vous souvenez-vous d'une femme nommée Carmen ?» Monsieur Étienne poussa un long soupir douloureux. « Bien sûr que je m'en souviens. C'était une femme bonne, toujours souriante. J'ai vu arriver cette Dolores, nerveuse, avec une voiture à moitié démolie. » Alexandre se pencha en avant, le cœur battant fort. « Que s'est-il passé ce jour-là? J'ai tout vu, garçon. Ta mère était vivante, confuse, mais vivante. Elle te cherchait, » demandait son enfant. « Où est Alex? Où est mon fils ?» répétait-elle sans cesse. Alexandre sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ma mère me cherchait? Oui, gamin. Dolores m'a menacé pour que je me taise. Elle a dit que si je parlais, j'aurais de très gros problèmes. Puis elle a emmené ta mère sans prévenir personne, sans papier, comme un animal. » Serge s'avança. « Monsieur Étienne, seriez-vous disposé à témoigner de ce que vous avez vu ?» Le vieil homme sourit tristement. « Garçon, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais si je peux contribuer à ce que justice soit faite, je le ferai. Non pas pour vous, pour elle, pour Carmen. » Alexandre lui serra la main avec gratitude. « Maintenant, nous avons tout pour la détruire, mais Dolores ne se rendra pas facilement. » Avec toutes les preuves réunies, Alexandre engagea le meilleur avocat pénaliste de France, Joachim Hébert,
un homme d'une cinquantaine d'années connu pour gagner des causes impossibles. Dans son cabinet de Neuilly, ils examinèrent méticuleusement chaque document, chaque témoignage, chaque pièce du puzzle qui incriminait Dolorès. « Nous avons fraude, falsification de documents, malversation et enlèvement, » dit Joachim, rangeant les papiers. « Ta tante risque des décennies de prison. » La plainte fut déposée un mardi pluvieux. Les médias apprirent rapidement la nouvelle. Ce n'est pas tous les jours qu'un millionnaire célèbre traîne sa propre tante en justice. Quand arriva le jour de l'audience, le 17e tribunal était plein de journalistes et de curieux. Dolorès arriva impeccable, comme toujours. Robe de créateur, coiffure parfaite, accompagnée d'Étienne Orléans, l'avocat le plus cher et le plus véreux de France. Elle souriait comme si elle allait à une fête. Le procureur exposa clairement le cas. Dolorès avait falsifié des documents, déplacé illégalement des propriétés et séquestré Carmen pendant 40 ans. Ils présentèrent le testament original, les rapports médicaux prouvant que Carmen n'était pas inapte, et le témoignage accablant de M. Étienne. Quand le vieil contremaître déclara comment Carmen appelait son fils, tandis que Dolorès l'emmenait de force, la salle tomba dans un silence absolu. Alexandre dut essuyer discrètement ses larmes. Mais quand vint le tour de la défense, Étienne Orléans tenta de discréditer tous les témoins sans succès. Le juge refusa qu'il introduise des éléments inutiles au dossier. Il était évident que Dolorès était en train de perdre. C'est alors qu'elle décida de lancer son dernier et plus venimeux assaut. Elle se leva pendant une pause et s'approcha d'Alexandre avec un sourire diabolique. « Tu veux connaître toute la vérité ?» lui murmura-t-elle à l'oreille. « Tu n'es pas le fils de Joachim Moreau. » Alexandre la regarda avec incrédulité. « Menteuse. Ton vrai père est Guillaume Duval, le propriétaire de TF1. Demande à ta sainte mère pourquoi elle a dû cacher qu'elle était enceinte d'un homme marié. » Alexandre sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Guillaume Duval était l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France, propriétaire de médias avec des connexions politiques allant jusqu'aux Tuileries. Dolorès vit son visage choqué et sourit cruellement. « Tu veux vraiment continuer à remuer le passé? Car si Guillaume apprend que tu as son sang, il pourrait te détruire. » Alexandre tremblait de rage et de confusion, mais il réussit à articuler une réponse. « Bien que ce ne soit pas mon sang, Carmen reste ma mère. » Cette nuit-là, Alexandre ne put dormir. La révélation de Dolorès l'avait frappé comme un coup de massue. Il s'enferma dans son bureau avec une bouteille de vin et appela Joachim. « C'est vrai ?» demanda-t-il sans préambule. Joachim soupira de l'autre côté du fil. « J'ai enquêté après ce que Dolorès a dit. Oui, c'est vrai. Guillaume Duval et ta mère ont eu une relation avant qu'elle ne rencontre Joachim Moreau. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que Guillaume Duval a abandonné ta mère quand il a appris qu'elle était enceinte. C'était un homme marié, avec des aspirations politiques. Il ne pouvait pas se permettre un scandale. » Alexandre serra son verre de vin jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. « Et Joachim Moreau? Il t'a accueilli comme si tu étais le sien. Il t'a élevé, il t'a aimé, il t'a donné son nom sans poser de questions. Lui, oui, il a été ton vrai père, Alexandre. » Les paroles de Joachim le percutèrent comme des coups de poignard. Pendant 40 ans, il avait pleuré la mort d'un homme qu'il avait aimé inconditionnellement, tandis que son père biologique vivait dans un château de Neuilly, sans même savoir qu'il avait un fils. Dolorès connaissait tout ça? Bien sûr, c'était son atout maître. Elle savait qu'elle pouvait te faire chanter avec cette information. Alexandre se resservit un verre de vin et regarda par la fenêtre les lumières de la ville. « Tu crois que Guillaume sait que j'existe? Je ne le crois pas. Mais s'il l'apprend, ça pourrait compliquer les choses. C'est un homme puissant avec beaucoup d'influence. » Alexandre ferma les yeux, pensant à Carmen assise dans son fauteuil roulant, perdue dans son monde de souvenirs fragmentés. « Je m'en fiche de savoir qui est mon père biologique. La seule chose qui compte, c'est de sortir Carmen de cet enfer. Tu es certain? Plus que jamais. Je vais gagner ce procès pour Carmen, pour papa Joachim, pour la vérité. » Le lendemain, quand ils retournèrent au tribunal, Alexandre avait une détermination de fer dans les yeux. Dolorès tenta d'utiliser la révélation pour le déstabiliser,
Mais il avait déjà pris sa décision. Le véritable amour ne se trouvait pas dans le sang, mais dans les actes. Et Carmen avait été la mère qu'on lui avait volée, tandis que Joachim avait été le père qu'il avait choisi d'aimer. Maintenant, c'était à son tour de choisir, se battre pour la justice ou fuir les vérités inconfortables. Le jour du verdict, le 17e tribunal était bondé. Alexandre arriva tôt, accompagné d'une surprise qu'il avait préparée toute la semaine. Carmen était là, dans son fauteuil roulant, soignée par une infirmière spécialisée. Elle portait une robe bleu clair et ses cheveux étaient coiffés avec dignité. Ses yeux, bien qu'encore perdus parfois, semblaient plus alertes que jamais. Dolores entra comme toujours, la tête haute, mais pour la première fois, Alexandre remarqua des fissures dans son armure. Son sourire était forcé, ses mains tremblaient légèrement. Le juge, un homme sérieux du nom de Ramirez, s'assit et examina ses papiers pendant ce qui sembla des heures éternelles. Finalement, il toussa et parla d'une voix ferme. Ce tribunal a examiné attentivement les preuves présentées. Les documents falsifiés, les témoignages des témoins et les preuves médicales sont irréfutables. Alexandre sentait son cœur battre à tout rompre. Ce tribunal déclare coupable Madame Dolores Moreau des délits d'escroquerie, de falsification de documents, de gestion frauduleuse et de séquestration. Le maillet du juge frappa la table comme un coup de tonnerre. Il est ordonné la restitution immédiate de tous les biens à leurs légitimes propriétaires, Carmen Dubois et Alexandre Moreau. De plus, la détention provisoire est prononcée pour Madame Dolores Moreau en attendant la détermination de la peine définitive. Dolores se leva, le visage défait pour la première fois depuis des décennies. « Ce n'est pas fini !» cria-t-elle, tandis que les huissiers s'approchaient. « Si, c'est fini, tante, pour toujours !» répondit Alexandre Moreau avec une calme qui le surprit lui-même. Pendant qu'on emmenait Dolores menottée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Carmen, qui était restée silencieuse pendant toute l'audience, fixa soudain son regard sur Alexandre avec une clarté qu'elle n'avait pas montrée depuis des années. « Alex » murmura-t-elle, mais cette fois sa voix sonnait différemment, plus présente. Alexandre s'approcha rapidement et s'agenouilla près de sa chaise. « Je suis là, maman. » Carmen leva sa main tremblante et lui toucha le visage, exactement comme elle l'avait fait à l'asile. Mais maintenant, il y avait une véritable reconnaissance dans ses yeux. « Mon fils, je t'ai attendu si longtemps. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Alexandre, tandis qu'il l'embrassait délicatement, sentant que 40 années de vide commençaient enfin à se combler. Les journalistes prenaient des photos, les avocats rangeaient des papiers, les gens sortaient du tribunal. Mais pour Alexandre, il n'existait que ce moment, les retrouvailles véritables avec sa mère. Maintenant, on peut commencer notre vraie vie ensemble, maman. 6 mois plus tard, dans une maison coloniale, rénovée à Montmartre, Alexandre poussait le fauteuil roulant de Carmen dans un jardin plein de bougainvilliers violets et de jacarandas. On l'avait sortie de l'asile immédiatement après le procès et elle recevait maintenant les meilleurs soins médicaux possibles. Les médecins de l'hôpital Pitié-Salpêtrière avaient été clairs. Carmen ne retrouverait jamais complètement la mémoire, mais avec une thérapie constante, des médicaments appropriés et surtout de l'amour. Elle avait montré des améliorations surprenantes. Ce n'était plus la femme perdue de l'asile. Ses yeux avaient de la vie. Elle souriait fréquemment et il y avait des journées entières où elle semblait parfaitement présente. Ce dimanche après-midi, tandis que les cloches de l'église voisine carillonnaient, Carmen regardait Alexandre préparer une table sous la tonnelle pour le déjeuner dominical. « Mon fils » dit Carmen d'une voix claire. Alexandre s'approcha immédiatement. Chaque fois que sa mère l'appelait avec lucidité, c'était comme recevoir un cadeau. « Oui, maman. Tu es heureux ?» La question, si simple et directe, le prit par surprise. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains. « Très heureux, maman, pour la première fois en 40 ans. » Carmen sourit, ce sourire qu'il avait appris à reconnaître comme authentique. « Mon fils, je ne t'ai jamais oublié, ni un seul jour. » Ils s'embrassèrent à l'ombre du jacaranda, tandis que le parfum du pot-au-feu que préparait la cuisinière emplissait l'air. C'était une étreinte
qui guérissait 4 décennies d'absence, de mensonges, de douleurs. Alexandre avait découvert que la vraie richesse n'était pas dans les hôtels, ni dans les comptes bancaires qu'il avait récupérés. Elle était dans ces moments simples, prendre le petit déjeuner ensemble, regarder des films français classiques avec Yves Montand, écouter Carmen fredonner des chansons d'Alfred Leroy que sa mémoire gardait intacte. Dolores avait été condamnée à 15 ans de prison. Ses biens avaient été saisis pour réparer les dommages causés. Alexandre ne lui rendit jamais visite et ne le ferait jamais. Ce chapitre était clos pour toujours. Quant à Guillaume Duval, il décida de ne jamais le chercher. Joachim Moreau avait été son vrai père, l'homme qui l'avait élevé avec amour, peu importe ses origines. C'était la seule chose qu'il avait besoin de savoir. Tandis que le soleil se couchait sur Montmartre, peignant le ciel d'orange et de rose, Alexandre s'assit près de Carmen. « Tu sais quoi, maman ? »« Quoi, mon fils ? » ?»« Je crois que papa Joachim serait fier de nous. » Carmen serra sa main avec plus de force qu'elle ne l'avait montré depuis des mois. « Il veille sur nous d'en haut. » Alexandre sourit, sachant qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde, auprès de la femme qui n'avait jamais cessé de l'aimer, construisant de nouveaux souvenirs sur les fondements de l'amour inconditionnel.